Bonjour tout le monde. Alors en croire les commentaires, tout ce qui est mystérieux et flippant, ça vous excite, hein, vous avez envie de titiller tous ces sujets interdits là. Eh ben on va le faire. Il y a beaucoup d'endroits en Russie qui ont mauvaise réputation. Pour vous dire, il y a des gens qui disparaissent. Il y a des diables qui apparaissent et beaucoup d'autres phénomènes paranormaux. Ah mais il y a Gadin, je vous jure, ça va partir en X-Files. Donc si ça vous fait flipper déjà là, il est encore temps de quitter la vidéo. D'ailleurs moi j'y vais. Alors parce que... Bon ok, moi je suis obligé de rester, mais je flippe quand même. Attends, qui c'est qui a mis un coussin péteur là? Bon ok c'est moi, mais c'est pour détendre l'atmosphère. Parce que je vous jure qu'après, ça va être glauque. C'est pas mal ce qui se passe là, on est en train de créer un nouveau format là, c'est pas mal. Donc si ça vous plaît, un maximum de likes. Si vous voulez un deuxième épisode des endroits mystérieux et flippants de la Russie, mettez Mystère 2 dans les commentaires. Et franchement, avec tout ce que j'ai creusé, il y a de quoi faire un deuxième épisode déjà. Peut-être même 3, ça va dépendre de vous. Alors dites-moi mes yagadingues, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les endroits les plus flippants de la Russie? Bon bah, je vois que j'ai pas trop le choix. Alors, c'est parti. Oh, qui c'est qui l'a dit là? Le puits de l'enfer. On va commencer par parler du puits de l'enfer, comme je l'ai appelé dans la dernière vidéo. Ça vous a beaucoup intéressé. Je rappelle que ce puits est le trou creusé le plus profond du monde. Donc forcément, ça suscite beaucoup de légendes autour. Et on va essayer de dissimuler ce qui est vrai ou ce qui est faux là-dedans. Donc pendant la guerre froide, en 1970, l'URSS décide de creuser le trou le plus profond du monde, dans un but de découverte scientifique. Car c'est vrai, on essaie de comprendre ce qui se passe au-dessus de nous, alors qu'on sait même pas ce qui se passe en dessous. Donc ils creusent pendant environ 20 piges, jusqu'en 1991, où ils arrivent à une profondeur de 12 000 mètres, à un poil de cul près. Et à partir de ce moment-là, plus ils creusent en profondeur, plus les employés sentent une panique, une sorte de peur de la mort qui flotte sur tout le site. Plein de phénomènes anormaux commencent à arriver. De nombreuses découvertes scientifiques sur l'origine de la Terre ont été faites justement grâce à ce projet. Alors, pourquoi l'avoir arrêté si proche du but des 15 km? Ça avait autant de sens que l'arrêt des expéditions sur la Lune par les Américains. Alors si pour les Américains on soupçonne des extraterrestres, pour les Russes, on soupçonne des forces beaucoup plus obscures. Regardez-moi ce site de creusage. Bon, aujourd'hui il a un peu moins de gueule. On raconte qu'à partir de cette profondeur, il était très difficile de creuser plus loin, car le forêt ressortait souvent complètement fondu. Et il n'y avait aucune explication physique à cela. La température sous terre ne dépassait pas les 200 degrés. Et ils utilisaient des forêts prévues pour des températures qui pouvaient aller jusqu'à 1000 degrés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, ils ont descendu un microphone dans ce puits. Ils croyaient qu'ils allaient entendre des bruits de granit ou de basalte. Mais ils ont entendu ceux de Belzébuth. Les scientifiques qui surveillaient les enregistrements audio commençaient à être pris de panique, car ceux qu'ils ont entendus ressemblaient étrangement à des cris de souffrance. Écoutez donc. Mais le chef de projet décide de ne pas divulguer ces informations et ordonne de continuer. Mais plus il creusait, plus il y avait de soucis techniques et plus la tension entre les employés de la centrale augmentait. C'est alors qu'une explosion arrive et une substance bizarre s'échappe de ce trou. Elle a été tout de suite renommée comme le diable. Des témoins ont vu une écriture apparaître dans le ciel disant « Je suis là ». Cet événement terrifiant a tout de suite fait le tour du monde. Ces articles de journaux relayaient un témoignage très étrange et flippant du scientifique soviétique Azakov, qui assure avoir vu de ses propres yeux le diable sortir de ce trou et partir dans le ciel. Ouh, je sais pas comme vous, mais une petite sueur dans le dos, moi. Mais qu'est-ce qui a pu exploser sur cette station? Personne ne pouvait l'expliquer. Et jusqu'à aujourd'hui, cet endroit existe. Bizarrement, il a été complètement délaissé. Ce lieu continue d'attirer pas mal de touristes curieux et courageux qui essaient de comprendre quelle horreur se sont passées à cet endroit il y a 30 ans. On raconte que dans la nuit, on entend des esprits se balader dans ces constructions délabrées. Les habitants de la région ont très peur de cet endroit et n'essaieraient jamais d'ouvrir ce trou. Mais on raconte que des touristes américains en 2010 ont ouvert le puits pour y jeter d'abord une pierre, puis ensuite pour y descendre une caméra. Plus jamais on a entendu parler de ces Américains. Tout ce qui nous reste d'eux, c'est leurs témoignages vidéo. On peut les retrouver dans des vidéos YouTube aujourd'hui à plus de 11 millions de vues. Alors, où est la vérité dans tout cela? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une explosion?
D'où viennent ces cris de douleur? Où sont passés ces Américains? Eh ben c'est très simple. Tout d'abord, analysons la toute première rumeur, à cause de laquelle tout a démarré. Alors tout d'abord, un petit point chronologique. En 1991, ils arrêtent de creuser parce que ça devient beaucoup trop compliqué, et puis ils ont récolté suffisamment d'informations et de roches sédimentaires à analyser pendant encore les 10 années à venir. Je vous rappelle qu'en 1991, c'est la chute de l'URSS. Donc à partir de 1992, tous les financements de cette station de creusage sont quasi inexistants. Pour vous dire, à la base, en 1980, par exemple, ils étaient 500 employés. Pour finir en 2008, l'année où ça a été complètement abandonné officiellement, ils étaient plus que 20. À partir de 1992, ils creusent plus de trous. Non, ils se creusent plutôt les méninges pour savoir comment est-ce qu'ils vont ramener à bouffer à leur famille le soir. Et effectivement, en 1995, il y a une explosion sur la station. Alors cette explosion peut s'expliquer par les réserves de méthane qui ont été trouvées dans la couche terrestre pendant le forage. Donc ça, c'est une vraie info, qui a été ensuite récupérée par des journalistes finlandais le 1er avril. Hein, y a personne qui l'a senti venir ça. Donc les mecs, pour rigoler, ils mélangent deux articles, un qui parle de l'explosion sur la station russe et un autre qui parle d'un mec qui aurait vu un phénomène paranormal avec marqué « Je suis là dans le ciel ». Bim, et là c'est le buzz, ah ça retweet au max. Les émissions de radio américaines, les journaux, tout le monde s'en empare, personne vérifie les sources, ils se citent juste entre eux en disant « Ah ça c'est des scientifiques de qualité, on peut leur faire confiance ». Le scientifique Azakov en question, celui qui a témoigné, introuvable, on sait même pas d'où il vient, jusqu'à aujourd'hui on le cherche. Des religieux radicaux ont récupéré cette info pour la partager au maximum, genre le diable existe. Et dès que ça a commencé à crier au fake, que des vraies infos ont commencé à remonter, en 2002, bim, un nouvel élément dans le dossier. Alors un mec, on sait pas qui, dit que son oncle travaillait à l'époque sur la station de forage de Kola et il a gardé plein d'éléments secrets qu'on lui a interdit de divulguer. Et là, vu qu'il est mort, son neveu a tout récupéré et a tout balancé sur internet. Bien sûr, c'est de là que vient ce fameux enregistrement des cris. Alors vous étiez beaucoup à le dire dans les commentaires, à crier au fake. Alors effectivement, heureusement que grâce à un amateur de films d'horreur italien, on retrouve très vite d'où vient cet enregistrement. Effectivement, c'est un extrait d'un film d'horreur italien de 1974 qui s'appelle Gli orrori del castello di Norimberga. En français, Baron Vampire. C'est plus simple. Those recorded screams in the Baron's day were real. Puis cette vidéo a 11 millions de vues, on voit des Américains jeter un caillou dans ce puits. On voit bien que c'est pas le même puits. Quand même, non, mais genre, trouvez-moi 10 différences. Puis sérieusement, vous croyez vraiment qu'un trou comme ça allait rester juste ouvert? C'est quand même le trou le plus profond du monde, c'est dans le Guinness Book. Pensez vraiment que n'importe quel clodo en passant il pouvait ouvrir et jeter ses déchets dedans? Parce que ça devait être super chiant s'il y avait vraiment un diable en dessous. Oh, ça suffit de jeter des cailloux là, vous êtes malade ou quoi? Et puis arrêtez d'ouvrir, fermer, moi ça me fait des courants d'air, j'ai une angine moi. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, il fait caca. Donc toute cette légende à la base part d'un gag de 1er avril, mais quelque part trop tard quoi, parce que il y a des mecs qui y croient dur comme fer, impossible de les faire changer d'avis. Alors oui, découvrir que tout ça n'est qu'un fake, c'est un peu décevant. Mais vous inquiétez pas, car la réalité sur cette affaire est peut-être même plus surprenante. Les découvertes scientifiques qui ont été faites grâce aux roches extraites de ce trou sont incroyables. Déjà, on a pu découvrir que le début de la vie sur Terre est 1 milliard d'années plus ancienne que ce que l'on pensait avant. Ils ont trouvé des eaux souterraines à plus de 3 km sous terre, ce dont personne ne se doutait à la base. Et là on arrive à ma découverte préférée. À la fin des années 70, un robot astronaute soviétique arrive enfin à se poser sur la Lune, et grâce à ça, on arrive à ramener de la roche lunaire à expertiser. Et c'est incroyable ce qu'il découvre, car la composition de la roche lunaire est complètement identique à du granit trouvé à 5000 mètres de profondeur dans la région de Kola. Mais que cela veut dire? Cela confirmait l'hypothèse que la Terre et la Lune étaient il y a très longtemps une seule planète. Cette hypothèse a été soulevée pour la première fois par George Darwin. Oui, c'est le fils du Darwin évolutionniste là. Selon sa théorie, il y a très longtemps, donc une météorite aurait percuté la Terre, un morceau s'en est décroché, est devenu le satellite naturel de notre planète, est devenu aujourd'hui la Lune. Et encore mieux, ça voudrait dire que la Lune était autrefois une partie de la région de Kola. Donc la Lune est russe. Oh, et ben après la Crimée, je pense qu'on va pas se gêner hein. Donc c'est pas les Américains qui ont posé leurs pieds en premier sur la Lune. Non, c'est les Russes.
À l'époque, on était encore chez nous. Rendez-nous la lune. Ah, je te jure, je suis en train de me faire un programme politique, là. Alors, moi, en tant que russe, c'est vrai que j'aime bien cette théorie. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas non plus confirmée. Alors effectivement, il y a une ressemblance de ouf entre les roches lunaires et les granites de la région de Kola. Mais on dit souvent qu'en fait tout l'univers est composé de ce genre d'éléments. C'est comme nous par exemple. Vous saviez qu'on a 30% de gènes identiques avec une banane? Alors, j'aime bien les bananes. Mais de là à dire qu'ils font partie de ma famille, pas abusé, hein. D'ailleurs, je militerai toujours par l'ouverture des bananes par le haut, et non pas par là. Alors vous, à votre avis, la Lune, c'est russe ou pas? La disparition du col de Dyatlov. Alors, flippant un peu déjà ou pas? Hein? Parce que, ok, on a démarré doucement, mais vous inquiétez pas. Là, ça va devenir beaucoup plus glauque. On va parler d'événements tragiques qui se sont déroulés en 1959 dans la montagne de Khalat-Syakhl. Ou Khalat-Syakhl. Khalat-Syakhl qui veut dire montagne morte quand même à la base. Donc déjà, tu sens que ça part mal. Plus de 60 ans après les faits, cet événement continue de nourrir les théories les plus folles. Et ça se comprend, car les éléments qu'on a pu retrouver jusqu'à aujourd'hui sont très étranges, et beaucoup d'entre eux se contredisent. En 1959, en URSS, oui toujours, un groupe de 10 étudiants de l'université polytechnique de l'Oural décide de se faire une randonnée dans la montagne. Rien de grave pour l'instant. En plus, ce sont des alpinistes et grimpeurs expérimentés et confirmés, donc ils savent ce qu'ils font. Pour vous dire, ils vont dans cette expédition pour choper le niveau 3 d'alpinisme. Ouais, c'est un peu comme au ski, il y a des badges comme ça. Bah genre, le niveau 3, c'est pas piou-piou. Non, c'est le plus haut qu'on peut avoir. Cette expédition est dirigée par Igor Dyatlov, un ingénieur étudiant de 23 ans. Ah oui, d'ailleurs, Igor Dyatlov, à ne pas confondre avec Anatoly Dyatlov, qui lui était responsable de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Ouais, c'est pas un nom de famille qui réussit, hein. Oui, car cette expédition a tourné au drame. Un cauchemar, un véritable film d'horreur, inexpliqué jusqu'à aujourd'hui. Donc le 23 janvier 1959, ce groupe de jeunes touristes alpinistes quitte la ville de Yekaterinbourg pour partir dans une expédition dont ils ne reviendront jamais. 3 d'entre eux ont des appareils photo. Donc toutes les photos que vous allez voir dans cette vidéo sont des preuves de leur expédition. Et c'est vrai que comme ça, quand on voit les photos au début, on se dit waouh, ça doit être la grosse ambiance, ça se marre et tout. T'as envie de partir avec eux. Beaucoup moins quand tu découvres comment ils ont terminé. Dès le début de l'expédition, un de leurs coéquipiers, Yuri Yudin, qui a malgré ses 22 ans un rhumatisme et des problèmes cardiaques, sent une grosse douleur au genou, ce qui l'oblige à abandonner la randonnée. Il décide alors de rester au refuge et dit au revoir à ses amis. Il ne sait pas encore qu'il ne va plus jamais les revoir. Ils continuent alors leur chemin à neuf, entre la neige vierge et les indications mancies sur les arbres. Alors, perso, moi je vois des trucs comme ça dans une forêt, je fais demi-tour, je cours. Mais à l'époque, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est assez courant de croiser des tribus mancies dans l'Oural. Ils sont d'ailleurs là pour t'aider à te repérer dans la forêt. Ils avancent ainsi en prenant de l'altitude, dans une bonne ambiance et une météo correcte, jusqu'au 30 janvier. D'après le journal de bord de Dyatlov, à partir du 30 janvier, la météo se dégrade. Un vent très fort commence à souffler. Il le décrit comme un vent semblable à celui produit par un hélicoptère qui décolle. Donc vous imaginez un peu la violence. Les températures ont chuté à peu près jusqu'à -25 et ils avancent sur 1,50 m de neige. Il n'y a plus d'indication Mansi, on dirait qu'ils sont pas allés aussi loin. À partir de maintenant, c'est ta bite et ton couteau. Le 31 janvier, dans une météo déplorable, ils arrivent à avancer à peine 2 km/h. Ils décident alors de creuser la neige pour poser leur campement pour la nuit, juste au pied de la montagne de Khalat-Syakhl. Pour se faire un sol dur, ils ont posé leur ski pour dormir dessus. Ils avaient un chauffage au bois transportable qu'ils installaient à l'intérieur de la tente. Et apparemment, ça faisait très bien l'affaire, car il faisait très chaud et agréable à dormir à l'intérieur de la tente. C'est pourquoi d'ailleurs, ils dormaient en sous-vêtements. Et ceci est la dernière photo et trace de vie qu'on a de ces jeunes randonneurs. Au bout de quelques semaines sans nouvelles, Yuri Yudin, qui devait recevoir un télégramme de la part de ses camarades, commence à s'inquiéter. Le 18 février, il n'y avait toujours aucun télégramme. C'est à ce moment-là que les proches des étudiants ont commencé à s'inquiéter. Il commence à alerter les autorités. Des brigades de recherche et de secours sont alors organisées. Et ce qu'il découvre est terrible. Ça doit être leur campement. Regarde bien partout. Il y avait une tente, mais personne à l'intérieur. Ils arrivent enfin à retrouver la tente.
et la plupart des corps des jeunes qui sont morts de cette expédition. Alors il y a des vraies photos des corps qu'ils ont découverts. Si vous voulez, vous pouvez fouiller sur internet, mais moi je vais pas vous les montrer parce que franchement c'est choquant et dégueulasse. Franchement je dormais pas très bien moi après avoir vu tout ça. Il faut savoir qu'il y a une sorte de malédiction qui poursuit tous les gens qui essaient de creuser ou de trouver des nouveaux éléments sur cette affaire, en déblayant et découvrent l'état de la tente. Alors déjà, elle est vide, remplie d'effets personnels. Ce qui est très étrange, c'est qu'on découvre que la tente a été déchirée et découpée de l'intérieur. Des traces de pieds nus sont découvertes autour de la tente. Ce qui voudrait dire qu'un événement inexpliqué a forcé tout ce groupe de jeunes à quitter leur tente dans une folie en déchirant et découpant de l'intérieur et en partant dans la neige en sous-vêtements. Alors, j'ai déjà été en sous-vêtements dans la neige et je confirme, tu tiens pas plus d'une minute. Hein. En plus, moi, c'était après un sauna. Ah, winter is coming. On suit alors ces traces de pas qui mènent à une forêt qui se trouve à environ 1,5 km de la tente. À ce moment-là, dans cette forêt de cèdres, ils essayent de faire un feu. Ce qui est étrange, c'est que malgré les traces d'un bois brûlé, donc le feu a bien eu lieu, on voit des traces de pas qui s'éloignent de ce feu et qui se terminent par 2 corps morts. Donc des gens se seraient enfuis de ce feu, mais pourquoi? Pour s'échapper de quoi? Les corps des victimes présentent des brûlures aux pieds, Dyatlov présente des écorchures sur tout son corps, la plupart des corps sont mutilés, il y a des fractures de cage thoracique et de crâne. L'autopsie montrera plus tard que de telles blessures ne pouvaient pas provenir d'une force humaine. Certains corps ont été retrouvés avec d'étranges colorations. 2 des randonneuses sont retrouvées carrément sans visage, c'est-à-dire plus d'yeux et plus de langue. Oui, c'est bon, tu peux partir vomir, vas-y. Et ce qui, moi, personnellement, me fait beaucoup flipper, c'est qu'il y a un des mecs qui s'est arraché un doigt avec les dents. Son doigt a été retrouvé dans sa bouche. Ils ont grimpé au cèdre. Les corps sont tout égratignés. L'un d'entre eux a un morceau de doigt dans la bouche. Il s'est mordu le doigt. Et ce morceau lui est resté dans la bouche. Donc, avant de mourir, il est clair qu'il s'est mordu le doigt parce qu'il était à l'agonie. Sinon, pourquoi se serait-il mordu le doigt? Peut-être juste il aimait pas le whisky. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Donc tout de suite, une enquête est ouverte par le KGB et cet endroit et cet événement prennent le nom tragique du col de Dyatlov. Alors déjà, rares sont les enquêtes qui ont été autant menées avec les pieds. Dans les autopsies, il y a du copier-coller, on se fait pas chier, il y a des erreurs, c'est n'importe quoi. On dirait qu'ils essaient de dissimuler certains faits, comme par exemple de la radioactivité qui a été retrouvée sur leurs vêtements et leurs affaires. Faut savoir déjà que c'est une région où on fait souvent des randonnées. Genre par exemple, cette nuit-là, il y avait environ 5-6 groupes de randonneurs qui étaient dans les parages. Et d'après le témoignage de certains, ils ont vu par exemple des boules lumineuses voler dans le ciel. Alors est-ce que c'est de la foudre en boule qui aurait poussé ces jeunes à quitter leur tente et leurs affaires dans la panique et la folie et surtout ne plus jamais y revenir? D'après les analyses, les risques d'avalanche cette nuit-là sont quasi nuls. Alors il y a une hypothèse qui dit que ce serait un morceau de fusée qui se serait décroché, serait tombé dans les parages et aurait déclenché une avalanche. Ouais, il y a même des témoins de ça aussi. Et selon vous, qu'est-ce qui s'est passé là-bas il y a 60 ans? Il y a eu une fusée. J'ai trouvé une fusée, moi. Dites donc, vous l'avez soumis à quelqu'un comme preuve? Je n'en ai parlé à personne. Sauf à moi. Par contre, vu comment il est pas convaincu de ce qu'il dit, je suis pas sûr que je le crois le mec là. Durant toutes ces années, de nombreuses explications ont été avancées. En regardant les photos, certains ont aperçu ce cliché là, qui montre qu'une sorte de forme chelou humanoïde a l'air de poursuivre le groupe. Alors tout de suite les mecs ils se sont dit ok c'est le Yeti. D'autres nous parlent de la possible vengeance de la tribu Mansi. Ou alors une de leurs cérémonies de sacrifice religieux. Ouais parce que les mecs ils sont gentils d'accord, ils t'indiquent où aller dans la forêt et après il y a des gens qui disparaissent. Moi une des théories qui me fait bien flipper aussi c'est celle de Semyon Zolotaryov. Alors lui déjà c'était le seul qui était prof de sport dans le groupe. Alors, à quel moment il y a un prof de sport qui va avec ses élèves dans une rando? Ça, c'est les profs de sport chelous, ça, qui te surveillaient sous la douche. Alors lui, déjà, il faut savoir que c'est un mec qui a fait la guerre. Ah ouais, il est même parti jusqu'en Allemagne pour repousser l'ennemi. Après, il est revenu en Russie avec des médailles et tout
mais il en a jamais parlé à personne. Ce qu'il a caché aussi, c'est que son frère, c'était un traître à la nation. Oui, on appelait ça des polizei, ce sont des Russes qui sont passés chez les nazis. Mais son frère Semyon reste un personnage très étrange. Il a été viré à peu près de tous les postes de prof de sport où il a travaillé auparavant, et le mec, genre quelques mois avant l'expédition, n'arrête pas de dire à ses élèves que cette expédition dans l'Oural va les rendre connus, genre mondialement connus. Alors pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, c'est un endroit qui était courant pour les randonneurs. On le soupçonne d'avoir prévu un rendez-vous avec un agent secret ennemi. D'après les notes retrouvées dans les carnets de bord, souvent c'est lui qui cuisinait les repas. On le soupçonne alors d'avoir ajouté des substances psychédéliques dans le repas de ses amis. Des substances qui les auraient rendus fous, ce qui expliquerait pourquoi ces gens auraient aussi sauvagement déchiré la tente pour s'enfuir, courir pendant 1,5 km dans la neige sans vouloir retourner à la tente pour récupérer leurs affaires chaudes. C'est clairement comme si quelque chose les empêchait de ressentir le froid. Alors déjà, officiellement, il y a 65 hypothèses de cet événement. Alors, ça passe par les extraterrestres, des radiations nucléaires ou des drogues ingérées. Cette enquête n'avait aucun nouvel élément jusqu'en 2019. Où le scientifique, professeur et spécialiste Johan Gom, en russe on dit Gaoum, en tout cas il tombe sur cette affaire du col de Dyatlov et trouve ça fascinant. Avec son collègue suisse-russe Alexandre Pouzrine, ils décident d'approfondir cette enquête. Ils font beaucoup de tests même sur place, ils veulent vraiment comprendre est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité d'une vraie avalanche de neige. Alors c'est assez étrange, mais ils demandent un coup de main au studio Disney. Oui, je vous jure, au concepteur et graphiste de La Reine des Neiges. C'est peut-être pour ça qu'ils ont jamais sorti La Reine des Neiges 3. En fait, la technologie utilisée pour créer la neige dans le dessin animé La Reine des Neiges était tellement réaliste qu'on pouvait carrément l'utiliser pour faire des simulations et des tests scientifiques. Alors après plusieurs simulations très réalistes, il conclut enfin que l'hypothèse de l'avalanche reste la plus plausible. Malgré une pente très faible de 30 degrés, avec lesquelles les avalanches sont quasi impossibles, mais avec les vents très forts qu'il y avait cette nuit-là, une grosse couche de neige a dû s'accumuler au-dessus de la tente, et leur est tombée dessus. Ils ont dit que le volume et le poids du bloc de neige qui leur est tombé dessus est comparable à celui d'un 4x4 SUV. Tu m'étonnes qu'ils ont tracé comme des malades en découpant la tente. Tu sais, imagine, tu dors tranquille, il y a un Nissan Qashqai qui te tombe sur la gueule. Alors effectivement, ça explique les fractures aux cages thoraciques et au crâne, ça explique pourquoi ils ont découpé la tente de l'intérieur pour en sortir, mais ça explique pas pourquoi ils sont pas revenus dans la tente pour récupérer leurs affaires. Alors jusqu'à aujourd'hui, l'affaire du col de Dyatlov est un mystère qui fascine toute la Russie. Et pas que. Le mystère a inspiré une quantité de livres, de documentaires, de films et de séries. Jusqu'à aujourd'hui, des théories les plus farfelues circulent sur internet. Beaucoup de randonneurs jusqu'à aujourd'hui se rendent à cet endroit pour ressentir cette ambiance sur soi. Alors en réalité dans cette vidéo je voulais aussi vous parler de l'île de Alkhon qui se trouve dans le lac de Baïkal. Cette île est un peu l'épicentre du chamanisme en Russie parce qu'il y a beaucoup de forces surhumaines. On dit qu'il y a des dieux mongols qui sont cachés dans cette île, qu'il y a des hommes amphibies qui nagent dans les profondeurs, des avions se crachent et disparaissent tout le temps autour de cette île, mais je crois que là la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc si vous voulez la suite, il faut commenter Mystère 2 et moi je me ferai une joie d'enquêter sur tous ces éléments et aussi d'autres trucs surnaturels en Russie. Ah, il y a de quoi faire, je vous ai dit. Alors en entendant, c'est toujours le mois Yagada, alors on flippe pas, on met des likes. Alors là peut-être je fais un peu le malin, mais en vérité ça me fait bien flipper toutes ces histoires. Quand tu viens de Russie, je sais pas, tu connais trop de superstitions, tu sais. Je dors pas bien moi le soir après. Mais c'est pas grave parce que moins je dors, plus je travaille sur les vidéos. Allez, je vous fais d'énormes Yagada bisous à tous, sauf un. Ça c'est le mystère de ma chaîne là, c'est qui ce sauf un? Tiens, un jour je vous le dirai. Je pense que pour les 2 millions d'abonnés, je vous le dis. Et pour tous les autres, on se retrouve ce vendredi là. Bah oui, c'est bientôt pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.